Dieudonné Kamuleta pourrait briguer un nouveau mandat de 3 ans d'ici la semaine prochaine, suite à l'élection pour le renouvellement des mandats des membres de la Cour constitutionnelle. Dans ce journal, nous nous intéresserons surtout sur son bilan lors de ce premier mandat. Le Rwanda est en train de déporter des forces des Congolais dans son territoire. Il s'agit d'une nouvelle dénonciation de Jacquemain Chabani, le ministre de l'Intérieur. Il dénonce également la transplantation des populations étrangères dans les zones occupées par l'armée rwandaise au Congo. Jean-Marc Kaboun vient de lancer un nouveau regroupement politique faisant adhérer plusieurs partis, mouvements associatifs et des syndicats. C'était une occasion pour lui de lancer un avertissement au président de la République, un peu comme Fayoulou avant lui, sur le danger de la balkanisation qui guette le pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un nouveau regroupement politique vient de voir le jour. Il s'agit de la coalition de la gauche congolaise. Il regroupe en son sein plusieurs partis politiques, mouvements associatifs et des syndicats qui ont en commun dans leur combat politique les intérêts des Congolais. Pour son leader Jean-Marc Kaboun, cette coalition marque une rupture fondamentale avec un système de prédation qui dure depuis plusieurs années. La journée que nous vivons aujourd'hui, c'est un jour merveilleux, un jour d'espoir, un jour de rupture fondamentale avec un système de prédation et de mauvaise gouvernance érigé depuis notre indépendance jusqu'à ces jours. C'est en ces termes que s'est exprimé Jean-Marc Kaboun, président du parti politique Alliance pour le changement, lors du lancement officiel de la coalition de la gauche congolaise. Cette coalition, qui regorge en son sein plusieurs partis politiques, plusieurs mouvements associatifs et des syndicats, se veut être un regroupement des personnalités qui ont levé l'option de mettre au centre de leur combat politique les intérêts des Congolaises et Congolais, loin des convives ancestrales et des calculs tribaux, comme l'explique le leader de cette coalition, Jean-Marc Kaboun. C'est une fondation basée sur l'idéologie et la justice sociale. C'est la rupture, c'est le combat pour l'instauration d'un nouveau système à visage social de la gauche. Poursuivant son speech, le leader de cette coalition est revenu sur les différents mots qui rongent le pays avant de définir l'apport de la dite coalition pour le retour d'une paix durable en RDC. Nous fondons une nouvelle expérience politique sur le seul pilier de l'idéologie fondée sur la démocratie, le bien-être intégral de l'homme dans un environnement sain, que chacun les comprenne donc. Cette initiative est une déclaration de guerre à l'ordre ancien. Présent à cette cérémonie, Franklin Iboula, président du parti politique Le Congo doit changer, a justifié l'adhésion du CDCH au sein de la gauche congolaise. Je voudrais fondamentalement leur dire que nous sommes le CDC et ce changement, il doit d'abord être personnel, être à l'écoute du message du parti et de la coalition de la gauche pour que nous ayons davantage d'adhésion à cette vision. La gauche congolaise, ce nouveau-né, vient donc s'ajouter dans le microsome des regroupements politiques en République démocratique du Congo. Après les folles rumeurs sur l'incendie d'un engin tracteur d'avion à l'aéroport international de Ndjili, le directeur général de la régie des voies aériennes, Léonard Ngoma Mbaki, a dépêché de toute urgence son adjoint, Louis Blaise Londolé Lokoy, sur le lieu en vue de s'enquérir de la situation. Sur place, le commandant Vicky Lundula a fourni des explications claires et appropriées sur la procédure appliquée en matière d'aviation civile. Elle est là. La vidéo qui a circulé ce mercredi 18 juin 2025 dans les réseaux aux premières heures de la matinée. Sur la vidéo, la personne qui filme, dans un commentaire aux allures moqueurs, n'est visée qu'une seule chose, visiblement ternir l'image de la République démocratique du Congo, alors que l'engin en feu pour éteindre n'a pas traîné et les problèmes techniques, à la suite d'un petit problème de manipulation, a été vite résolu
et le feu éteint. Quelques minutes après, à la suite de la propagation de folles rumeurs sur l'incendie de cet engin tracteur d'avion à l'aéroport international d'Ndjili, alors que certains annonçaient même que c'était plutôt les bâtiments de l'aéroport, le directeur général de la Régie des voies aériennes, RVA SA, Léonard Ngoma Mbaki, a dépêché en toute urgence son adjoint Louis-Blaise Londolé, l'accueil sur les lieux. Je suis venu marquer la situation. Je vous avais dit que je devais d'abord parler aux responsables. Objectif, s'enquérir de la situation dont les problèmes avaient déjà été résolus. Sur place, le commandant Vicky Lundula, chef de l'aéroport, a fourni des explications claires et appropriées sur la procédure appliquée en matière d'aviation civile en cas d'une situation pareille. Ils sont arrivés, ils ont déployé les latéraux et ils ont éteint le feu. L'incendie, qui n'a pas été d'un impact considérable, n'a en rien dérangé les activités à l'aéroport international d'Ndjili. Aucun avion ou autre engin, encore moins les bâtiments, ont été touchés, non plus des pertes en vies humaines. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les vraies causes de l'incendie. L'élection pour le renouvellement des mandats des membres de la Cour constitutionnelle est prévue pour ce vendredi. Le président actuel, Dieudonné Kamuleta, est sur la liste pour briguer son dernier mandat. Mais que peut-on retenir de son passage durant les 3 premières années? Réponse dans ce récit. Les renouvellements des mandats des membres de la Cour constitutionnelle revêt d'une importance capitale, quand on sait que cette haute juridiction est composée de 9 membres nommés par le président de la République. 3 sont choisis à l'initiative du président, 3 par le Parlement et 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. 2 tiers de membres doivent être des juristes, juges, procureurs, avocats ou universitaires, ayant au moins 15 ans d'expérience juridique. Les membres ont un mandat non renouvelable de 9 ans, avec un renouvellement par tiers tous les 3 ans, les membres sortants étant tirés au sort. Le président de la Cour est élu par les autres membres pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Il est investi par une ordonnance du président de la République. Une élection pour le président de la Cour est prévue du 20 au 22 juin 2025. L'actuel président est Dieudonné Kamuleta et président du Conseil supérieur de la magistrature. Son mandat de 3 ans arrive à son terme et une élection pour le poste de président est prévue pour ce même mois. Il est éligible pour un second et dernier mandat, comme le permettent les règlements de la Cour constitutionnelle. Dieudonné Kamuleta est reconnu pour son rôle dans l'amélioration de l'administration de la justice en République démocratique du Congo, notamment à travers des échanges sur les questions nationales et judiciaires, comme mentionné dans un message de la présidence de la République démocratique du Congo. Il a été plébiscité pour son implication dans la construction d'un nouveau bâtiment pour la Cour constitutionnelle, considéré comme un bijou et un symbole de progrès de la justice en RDC. En 2023, Dieudonné Kamuleta a affirmé l'engagement de la Cour à traiter les contentieux électoraux dans le respect des lois du pays, renforçant ainsi son rôle dans la légitimité des processus électoraux. En février 2023, Dieudonné Kamuleta a accueilli la 15e session du bureau exécutif de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines à Kinshasa, démontrant son influence dans les réseaux judiciaires régionaux. Sous sa présidence, la Cour a rendu des décisions importantes comme la condamnation en 2025 de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo à 10 ans des travaux forcés pour détournement des fonds publics, une affaire perçue par certains comme politiquement motivée. Les défis incluent la lutte contre l'impunité, la corruption dans les systèmes judiciaires et la nécessité des réformes pour garantir l'indépendance et l'impartialité de la Cour, notamment dans les contextes des contentieux électoraux et des restrictions de droits fondamentaux. Dieudonné Kamuleta Badibanga est une figure centrale de la Cour constitutionnelle, reconnu pour son leadership dans l'amélioration des infrastructures judiciaires et son engagement dans les processus électoraux et régionaux. Cependant, la Cour reste confrontée à des défis d'indépendance et de transparence. L'élection prévue pour le 20 juin au poste de président sera un moment clé, où Kamuleta pouvant potentiellement être réélu pour un dernier mandat.
Problématique de l'exécution de la peine des travaux forcés en République démocratique du Congo. Une réflexion scientifique de Jean-Marie Kabengela Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete, bien que légal dans le droit dispositif congolais, pose des défis juridiques, pratiques et éthiques. Il a exposé devant les journalistes. Je vous propose de suivre ce reportage. La peine de travaux forcés inscrite dans les codes pénals congolais via les décrets du 30 janvier 1940 tels que modifiés à ce jour est une sanction pénale qui suscite des controverses en raison de son incompatibilité potentielle avec les normes constitutionnelles et internationales. À cet effet, l'avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Kabengela, s'est exprimé sur ces cas emblématiques comme celui de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, pour illustrer les tensions juridiques autour de cette peine. Pour Maître Kabengela, la peine des travaux forcés n'est pas exécutée sous la forme des travaux physiques, mais souvent assimilée à une peine d'emprisonnement, ce qui crée une confusion avec la servitude pénale. L'exécution de cette peine nécessite une ordonnance présidentielle pour définir ses modalités, ce qui donne un pouvoir discrétionnaire au président de la République et soulève des questions sur l'indépendance judiciaire. Des cas comme ceux de Matata Ponyo, condamné en 2025, et Oli Ilunga, condamné en 2020 pour détournement des fonds d'Ebola, montrent que la peine est souvent prononcée dans des affaires de corruption, mais son application effective reste floue. Les condamnés purgent généralement leur peine en prison. Il y a certains arrêts qui souffrent de défauts de motivation et qui sont à revoir pour assumer la compétence de la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, avec mon cabinet, nous avons voulu organiser cette conférence débat pour partager cette gymnastique citoyenne avec nos compatriotes. Et je suis convaincu que chacun a pu tirer les leçons des hésitations, des orientations de notre Cour constitutionnelle. La peine des travaux forcés est critiquée comme étant une mesure désuète, rappelant l'esclavagisme colonial, incompatible avec les normes internationales, condamnant les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Maître Kabengela a qualifié certaines condamnations comme celle de Vital Kamerhe en 2020, des violations de droits humains, arguant que les procédures judiciaires peuvent manquer des rigueurs. En Ituri, les FARDC ont neutralisé plus de 5 éléments appartenant au groupe armé CRP, capturé 5 autres et récupéré plusieurs armes de guerre, dont des fusils d'assaut et des munitions. C'est le résultat d'une opération menée dans la zone lacustre contre ce mouvement de Thomas Lubanga, allié du M23, sur instruction du gouverneur militaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale qu'une patrouille offensive lancée dans le village Nogo, situé dans la chefferie de Baé-Manor, dans le territoire de Djougou, a permis d'enregistrer le résultat significatif dans le cadre des opérations de sécurisation de la zone. Les forces armées ont neutralisé plus de 5 éléments appartenant au groupe armé CRP de Thomas Lubanga, allié du M23, capturé 5 autres et récupérer plusieurs armes de guerre, donc le fusil d'assaut et de munitions. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboyankan Chamadjoni, salue le professionnalisme et le courage de ces hommes et les encourage à poursuivre sans relâche ces ennemis de la paix afin de le mettre définitivement hors d'état de nuire. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo, en Ituri, sous le commandement du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya, lance un appel pressant à tous les éléments de CRP, encore avec de prétentions de déstabiliser la région laquiste, à se rendre sans condition. À défaut, ils s'exposent à une riposte ferme des forces loyalistes. Le temps du pardon reste encore ouvert, mais la tolérance zéro envers les ennemis de la paix demeure de rigueur.
Le nouveau commandant intérimaire de la 32e région militaire a pris ses fonctions. Le général-major Mushimba se dit prêt à servir la République dans ce commandement qui couvre 2 provinces, celle de l'Ituri et du Haut-Uélé. Le général-major Mushimba Antoine David, nouveau commandant à titre intérimaire de la 32e région militaire, est arrivé le dimanche 15 juin 2025 à Bunia. Il prend les commandes de cette région militaire à remplacement du général-major Tambuka Irbe Bame, rappelé à consultation à Kinshasa. À son arrivée, le général Mushimba a été accueilli par le général des brigades Bozene Jaroger, son adjoint chargé des opérations et renseignements. Dans sa première déclaration, le général Mushimba s'est dit déterminé à servir la République avec détermination et loyauté. Il a appelé ses collaborateurs à travailler à bien faire et à l'observance stricte de la discipline et des consignes pour la réussite de la mission lui confiée par la hiérarchie. Nous venons seulement pour continuer ce que vous faites déjà. Peut-être améliorer, peut-être faire mieux, mais ensemble. Je sais que presque tout le monde ici, si pas tout le monde, mais la majorité, me connaît déjà. Moi, je n'invente rien. C'est seulement la discipline. Parce que 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se conviennent pas. Et notre convenance, c'est seulement le travail, dans la discipline, dans l'ordre. Soyons un autour de notre mission, notre objectif, et nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous vaincrons. Réussite. Et même ceux qui bana balobi ke batika kabango, biso totika kabana te, totika kaba officier te, biso nyoso mutubo moko. Et nous allons faire des exploits. N'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse tous. La 32e région militaire couvre les provinces de l'Ituri et du Haut-Uélé. Le général-major Mushimba a né le 6e commandant depuis sa création. Le Rwanda procède à la transplantation des populations étrangères dans les zones occupées par son armée et ses supplétifs de la FC M23. Ces mots sont du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, qui dénonce également la déportation de force des Congolais vers le Rwanda. Effectivement, nous avons dénoncé, nous avons eu à le faire dans un bon nombre de nos communications. Le Rwanda est en train de mettre en œuvre une politique de transplantation dans les territoires occupés, la transplantation de populations étrangères dans les contrées, principalement du Nord Kivu, dans les territoires de Rutshuru et de Masisi, où ils y amènent des populations et ils les installent dans les villages, les collines, les champs, qui étaient jadis occupés par des populations congolaises qui ont dû fuir leur maison due à l'insécurité. Ça, c'est une réalité que nous avons dénoncée. Et il y a dans ces entrefaites aussi cette réalité de certaines populations déjà identifiées comme des réfugiés identifiés par le HCR, comme des réfugiés rwandais vivant en République démocratique du Congo depuis plusieurs années, qui ont pris l'initiative de vouloir retourner dans leur pays parce que la zone dans laquelle ils vivaient en République démocratique du Congo se trouve dans une insécurité due à la présence de toutes ces forces armées étrangères dans le Rwanda et ses supplétifs du M23. Et dans cette même logique-là, le Rwanda en profite pour transplanter dans le sens contraire des populations étrangères, mais aussi elle en profite pour, sous prétexte fallacieux de cette fameuse campagne de la présence des FDLR en République démocratique du Congo, elle en profite pour prendre des populations des populations congolaises qui vivent dans les territoires principalement de Rutshuru et encore de Masisi, pour les amener de force ou les déporter de force à des destinations inconnues.
Lors d'une réunion tenue à Kolwezi, les responsables des coopératives minières et le caucus des députés du Lualaba ont relevé plusieurs maux qui rongent les secteurs artisanaux. À part les taxes exorbitantes déjà évoquées, il y a aussi ce manque de zones d'exploitation artisanale. Les élus ont fait savoir leurs vives préoccupations. Nous trouvons que l'État est en train d'abandonner ces secteurs créateurs d'emplois. Ils se sont retrouvés qu'ils sont en train d'œuvrer dans des sites miniers, mais ils n'ont pas de ZEA, mais ils voudraient juste avec l'instruction donnée par le président de la République, chef de l'État, au DG du cadastre minier, pour que c'est le site dans lequel les exploitants miniers de Lualaba sont en train d'œuvrer, que ce site soit validé comme ZEA. Cette soixantaine de zones qui ont été instituées dans la province du Lualaba, ce ne sont pas des zones viables, c'est-à-dire il n'y a pas du minerai. Dire que le chef de l'État a demandé ou a instruit le DG d'instituer les ZEA, je crois que c'est un peu une exagération. Mais ce qui avait été dit est que le DG devait se pencher sur la question. Et d'ailleurs, le DG s'était prononcé au même instant. Il avait donné la précision. La précision, c'était de dire que le CAMI travaillait dans l'assainissement de son fichier. En son temps, il y avait des entreprises qui ne respectaient pas les obligations légales et que dans cette procédure, il y avait des droits qui allaient être retirés, il y avait des droits qui allaient être déchus et ça allait créer des espaces. Et ces espaces, maintenant, on pouvait y instituer des zones d'exploitation artisanale. L'institution des zones d'exploitation artisanale, ce n'est pas une compétence du cadastre minier. Le législateur a défini les compétences de chaque service. Donc le cadastre minier ne refuse pas d'instituer les zones d'exploitation artisanale, mais plutôt le cadastre minier, lui, sa compétence, elle est limitée à l'émission de la vie. Consécutivement aux 2 journées des formations des 80 agents du ministère de l'économie nationale pour identifier les acteurs du secteur informel, ces enquêteurs sont sur le terrain depuis lundi. Cette activité qui a pris Kinshasa comme ville pilote s'est focalisée sur 4 communes sur les 10 retenues pour cette première phase. La commune de Kinshasa a été la première où ces agents, après avoir présenté leur civilité auprès du bourgmestre, se sont déversés dans les rues, régorgeant le plus grand nombre d'acteurs du secteur informel dans la ville. Coiffeurs, vendeurs de cigarettes, mécaniciens, tenancières des restaurants des fortunes communément appelés maléois, vendeuses de pommes, bref, aucun secteur n'a été oublié par ces agents de l'économie informelle. Lurbi Ikima, l'un des organisateurs de cette mission, donne les objectifs de cette activité. Cette mission de descente sur terrain, qui est pilotée par son Excellence, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, l'Excellence Daniel Nkoko Samba, c'est pour l'identification des structures informelles dans la ville-province de Kinshasa. C'est quoi cette identification? Il s'agit d'identifier tout ce qui est activité économique au sein de la population. L'économie de notre pays est détenue à 80% par ces activités informelles. L'une des enquêteurs à l'identification des acteurs du secteur informel qui a œuvré dans la commune de Barombo parle de l'accueil leur réservé par les acteurs. Oui, on est bien accueillis par certains qui nous ont bien accueillis. Ils ont pris la chose au cœur. Ils voient que l'amélioration de l'État. Il y a certainement d'autres aussi qui ne sont pas contents, qui ne veulent même pas nous recevoir. Pas de raison que l'État est toujours là. Ils enregistrent, mais l'accomplissement n'est pas bon. Cette mission, qui est à son 3e jour, court jusqu'au 11 juillet prochain. Les 4 premières communes sous identification sont Kinshasa, Kessavobo, Barombo et Lingwala. Le programme intègre toutes les communes de la capitale et va se tendre également dans toutes les autres provinces du pays.
Africa Energy Forum, le docteur Sandrine Mubenga Ngalula, directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, participe à cette grande conférence qui se tient du 17 au 20 juin 2025 à Cape Town, en Afrique du Sud. L'objectif est de permettre aux participants d'échanger et de partager un message clair en prévision de la réunion du G20 où tous les leaders se réuniront prochainement. Cette conférence qui vise à réunir l'Afrique a comme thème Africa United, entendez Africa Unie. D'après le directeur général, la présence de l'ARE à ce forum est très bénéfique. À l'ouverture de la conférence, dans son discours, le docteur Kogoshianto Ramok Gopa, ministre de l'électricité et de l'énergie de l'Afrique du Sud, a souhaité la bienvenue aux participants. Et Amadou Hott, ancien envoyé spécial du président de la BAD, a mis en exergue ce qu'une Afrique unie est capable de faire. Polyglotte, le DG de l'ARE, Sandrine Ngalula Mubenga, qui prend part avec Allegria Ntumba, directrice chargée de l'administration et des finances de l'ARE, relève le côté bilingue qui lui donne l'avantage de participer activement. Par exemple, en mars, j'étais au Powering Africa Summit où nous avons rencontré des grands financiers qui financent les infrastructures électriques, comme par exemple les lignes de transmission qui coûtent beaucoup. Et quelques mois après, nous les avons rencontrés à Kinshasa pour le projet de ligne de transmission. Donc ce sont des résultats concrets que nous obtenons à chaque fois que nous participons pour représenter la RDC dans des conférences comme cela. Africa Energy Forum est une conférence organisée à tour de rôle dans différents pays. La dernière fois, c'était le Kenya qui l'avait abrité et la prochaine fois, ce sera aux Émirats Arabes Unis qu'elle se déroulera. Ce mercredi 18 juin, à la tête d'une forte équipe de la brigade des hydrocarbures, Wivine Moleka, vice-ministre de ces secteurs, est descendu sur le terrain pour rétablir de l'ordre où pullulent des dépôts pirates, mettant en danger d'innombrables vies humaines. Au pied du grand échangeur de Limete, précisément au carrefour de communes de Limete, Lemba et Matete, le numéro 2 des hydrocarbures est allé appuyer la brigade de l'environnement de l'hôtel de ville de Kinshasa dans le cadre de l'opération Kinshasa et Zobonga. Il était question de déloger les dépôts pirates qui avaient transformé cette emprise publique en un site de stockage de produits pétroliers. En fait, il s'agissait d'abord de constater que un groupe d'individus avait pris place sur une emprise publique avec des produits pétroliers. Donc du coup, ils se transforment en Kadhafi. Ils étaient déjà dans l'illégalité pour les produits pétroliers ici et deuxièmement sur une... À l'occasion de cette action, Wivine Moleka a lancé un message de rappel à l'ordre aux autres dépôts qui évoluent clandestinement dans la ville de Kinshasa. Dans un élan de compassion et d'humanité, le vice-ministre de Justice et du Contentieux international, Samuel Mbemba, s'est rendu personnellement à Bandalungwa mardi pour visiter le jeune David Muteboa, un garçon vivant depuis plusieurs années dans des conditions médicales extrêmement difficiles, avec les intestins à l'extérieur de son abdomen. Dans un élan de compassion et d'humanité, le vice-ministre de la Justice et du Contentieux international, Samuel Mbemba Kabouya, s'est rendu personnellement à Bandalungwa pour visiter le jeune David Muteboa, un garçon vivant depuis plusieurs années dans des conditions médicales extrêmement difficiles, avec les instincts à l'extérieur de son abdomen. Alors que ses appels à l'aide restaient sans réponse, son cri de détresse a enfin trouvé une oreille attentive, celle de maître Samuel Mbemba Kabouya, connu notamment pour sa générosité et ses actions sociales impactantes. Bravant les conditions difficiles d'accès à l'avenue, rendues presque impraticables par la boue et les eaux stagnantes, Samuel Mbemba Kabouya n'a pas hésité de s'y rendre en personne, preuve de son engagement sincère envers le plus vulnérable. Sur place, il a remis une enveloppe consistante destinée à financer l'opération chirurgicale urgente dont David a tant besoin. Une satisfaction pour Muteboa et sa famille qui ont exprimé leur profonde gratitude envers le vice-ministre, le remerciant pour cet acte de bonté. Plusieurs années, plusieurs fois, Likolo Yamwano David Wazaki na coma sans soutien. Tout ça là, personnellement, dans la salle, plus de 30 vidéos. Il n'y avait aucun soutien, même il y a un franc. Mais le Lomo Namboka, son excellence, Samuel Mbemba, a moni vidéo, qui passe
abi pasteur aza wapi atiki bureau aza kaka mokonzi te na bureau en tant que vice-ministre de justice maza papa social. Ce geste s'inscrit dans la continuité des actions humanitaires que Samuel Mbemba Kabouya, prouvant une fois de plus que le bien-être de ses congénères demeure au cœur de son engagement public. L'inclusion financière des réfugiés, déplacés internes et communautés d'accueil en RDC, défis, opportunités et solutions durables, c'est sous ce thème que va se tenir ce 20 juin la table ronde sur l'accès aux services financiers des réfugiés, déplacés internes et familles d'accueil. En prélude de cette activité, le directeur général du FPM, Patrick Nkongo, a tenu à expliquer devant la presse le contour de ce projet d'intérêt capital. Face à la crise humanitaire persistante en République démocratique du Congo, marquée notamment par plus de 7,3 millions de déplacés internes et 530 000 réfugiés, l'intégration économique de ce groupe vulnérable constitue un défi majeur. C'est dans ce cadre que le FPM ASPEL, à travers son directeur général, a décidé de mettre la main à la pâte. Ce, en prélude de la table ronde sur l'accès aux services financiers de réfugiés, déplacés internes et familles d'accueil. Au cours d'un échange avec les médias, Patrick Nkongo a expliqué le contour de ce projet. La RDC traverse plusieurs crises depuis plus de 30 ans, que ce soit des guerres d'agression, des catastrophes naturelles. Et il y a toujours des actions qui sont menées par plusieurs acteurs, le gouvernement, les acteurs de développement, mais le vrai pouvoir est économique. Le FPM ASBEL entend réunir autour de cette table ronde les autorités gouvernementales, les institutions financières, les organisations humanitaires et d'autres acteurs concernés afin de définir une feuille de route permettant de répondre à ces défis. À la question de savoir dans quelle mesure la feuille de route attendue de la table ronde pourrait répondre efficacement aux défis, Patrick Nkongo évoque l'accès aux services financiers des réfugiés et des déplacés internes. Les personnes déplacées, les réfugiés, éprouvent des difficultés pour accéder aux services financiers. Et les nombres évoqués, 7 millions de personnes déplacées. 7 millions, c'est la taille des populations de certains pays. Et c'est aussi une opportunité pour des institutions financières. À noter que la table ronde annoncée vise à favoriser un dialogue constructif et à poser les bases d'une approche coordonnée pour améliorer l'accès au financement des réfugiés, déplacés internes et autres communautés d'accueil, tout en identifiant des solutions adaptées et durables. Et puisque nous parlons de formation en off, sachez que l'école belge de Kolwezi a fait savoir que les inscriptions pour l'année scolaire 2025-2026 sont lancées depuis le 16 juin suite à la nouvelle dynamique mise en place sous l'accompagnement pédagogique et administratif de l'école belge de Kinshasa. Le lycée Prince de Liège, l'école belge de Kolwezi poursuit sa mission d'excellence éducative avec un encadrement renforcé et un programme conforme aux standards belges. L'établissement précise que le test d'évaluation est obligatoire pour tous les nouveaux élèves et invite les parents à inscrire leurs enfants dans les délais impartis afin de garantir leur place dans cette nouvelle étape ambitieuse de l'école. Message signé Gloria Lipombi, chef d'établissement. Les meilleurs pour la fin. Le conflit qui oppose l'Israël et l'Iran est une guerre de civilisation. C'est ce que pense Jean-Marie Kassamba, qui cite notamment l'Occident qui cherche à avoir le contrôle du Moyen-Orient et du pétrole. Le patron de Télé 50, dans sa casquette d'éditorialiste, était l'invité d'Héritier Ntamboua au JT de 13h. C'est très probable et c'est très possible. Pourquoi? Parce que nous assistons là à ce qu'on peut appeler la guerre des civilisations. En réalité, Israël, c'est une fabrication de l'Occident, des États-Unis, de l'Union européenne. En 1948, on a préféré rassembler les Juifs éparpillés à travers le monde pour les installer sur ces territoires palestiniens. Et au fur et à mesure, on est en train d'élargir l'espace occupé par ces Juifs. Aujourd'hui, la guerre qui se passe là-bas, c'est une guerre entre les Occidentaux, cachés naturellement d'Israël, face à l'Iran, qui représente l'autre bord, l'autre bloc, constitué de qui aujourd'hui? De la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord, mais bien évidemment d'autres puissances qui sont dans l'autre camp. En fait, les enjeux ici, c'est le contrôle d'abord du Moyen-Orient, parce qu'après la chute de la Syrie, la chute de l'Égypte, qui est affaiblie aujourd'hui, qui vit aux mamelles des États-Unis,
et surtout ce qui s'est passé en Irak. Il y a là comme une guerre de positionnement, mais ça ne va pas être facile parce que l'Iran s'est très équipé depuis des années 2002-2003. Pour le moment, le Pakistan qui a compris les jeux, parce que celui qui a la bombe dans le monde musulman, c'est le Pakistan. Le Pakistan a averti. Si jamais l'Iran est maltraité, nous allons entrer en jeu. Parce que l'objectif, ce n'est pas fatalement la bombe atomique, mais c'est d'abord le contrôle de matières premières, notamment le pétrole, mais c'est sans compter avec la résilience iranienne, parce que le détroit d'Ormuz, qui permet le passage du pétrole mondial, si ce détroit est obstrué par l'Iran, avec les outils, avec les Hezbollah, avec tout ce qu'il y a comme proxy là-bas, ça va être compliqué pour le commerce mondial et l'économie risque d'en pâtir très durablement. Israël avait procédé par affaiblir les proxys, c'est-à-dire les soutiens de l'Iran qui étaient un peu, je dirais, autour de l'Iran. D'abord Hezbollah au Liban, ensuite la Syrie elle-même, et puis les Houthis vers le Yémen, etc. Maintenant que ça a été un tout petit peu dégagé, il y a maintenant affrontement direct avec l'Iran. Mais c'est sans compter avec la résilience. Parce qu'aujourd'hui, les dômes de fer, la toute-puissance israélienne, le service des renseignements le plus sophistiqué, le Mossad, a été pulvérisé par les Iraniens. Rappelez-vous du Vietnam, rappelez-vous de l'Irak, rappelez-vous encore une fois de ce qui s'est passé en Libye, en Syrie, et surtout de l'Afghanistan, où les Américains ont fui l'Afghanistan, Kaboul, en pleine journée. Donc ça va être compliqué. C'est une guerre qui peut durer en longueur, et c'est pour ça que vous avez vu que le président français Macron a émis des réserves. Ils se sont chamaillés en quelque sorte avec Donald Trump, qui lui aussi improvise un peu dans les déclarations. Le matin il dit une chose et le soir il dit une autre. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Dieudonné Kamuleta pourrait briguer un nouveau mandat de 3 ans d'ici la semaine prochaine suite à l'élection pour le renouvellement des mandats des membres de la Cour constitutionnelle. Dans ce journal, vous avez suivi surtout son bilan lors de ce premier mandat. Le Rwanda est en train de déporter des forces des Congolais dans son territoire. Il s'agit d'une nouvelle dénonciation de Jacquemain Chabani, le ministre de l'Intérieur. Il dénonce également la transplantation de populations étrangères dans les zones occupées par l'armée rwandaise. Jean-Marc Kaboun vient de lancer un nouveau regroupement politique faisant adhérer plusieurs partis, mouvements associatifs et des syndicats. C'était une occasion pour lui de lancer un avertissement au président de la République, un peu comme Martin Fayulu avant lui, sur le danger de la balkanisation qui guette le pays. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.